Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Cruveillet et je reçois aujourd'hui Fabienne Broncaré. Bonjour Fabienne. Bonjour Sarah. Merci d'être venue de si loin ce matin. Avec grand Et d'avoir plaisir. mis du temps dans les transports. Donc toi, tu es rédactrice en chef de plusieurs titres au sein de CDI Média, Courrier Cadre, Rebondir, l'officiel de la franchise et My Happy Job, un média en ligne que tu as fondé en 2016. C'est autour de la qualité de vie au travail, on est d'accord. Tu l'as vendu, un moment, on va en reparler, à Moodwork en 2021, avant d'en reprendre les rênes en mai 2025. Exactement. Donc, sympa ce petit boomerang, tu vas me raconter ça. Tu es spécialiste des questions de QVT depuis plus de 10 ans et plus largement des enjeux qui traversent le monde du travail. Tu animes également 2 podcasts, Good Job, dédié à l'épanouissement professionnel, et Les Petits Cailloux, que tu co-animes avec Aurélie Durand autour des questions du management. Tu as également écrit plusieurs livres. Je sens la petite hyperactive, non 2 heures chrono pour déconnecter et se retrouver, avec Virginie Boutin. Le télétravail, un livre sur le télétravail. Aussi mon cahier Happy at Work. Et dernièrement, le SAV des managers, paru en septembre 2025, donc tout récemment. Un brin hyperactif, j'avais senti le truc. Et très curieuse, tu adores imaginer de nouveaux formats, nouveaux concepts et nourrir des rencontres qui jalonnent le quotidien de tes journées de journaliste. Un métier que tu rêvais déjà d'exercer à l'adolescence et dans lequel tu t'épanouis toujours. Et aujourd'hui, parce qu'il t'apporte un vrai sentiment d'utilité. Pour toi, c'est un journalisme de solution, avec une approche à la fois humaine et optimiste, qui donne de la place à la fois aux difficultés rencontrées parce que personne n'y échappe, et aussi aux réponses possibles dans ce monde du travail. C'est bien ça ? C'est bien ça. Comment on se connaît ? Alors moi, j'étais abonnée depuis très très longtemps à My Happy Job. Donc ton nom ne m'était pas inconnu, loin de là. Et puis Adrien Chignard, qui est venu dans le podcast, m'a dit il faut absolument que tu entendes Fabienne. Donc Adrien, si tu nous regardes, petit coucou. Mais oui. Et voilà. Et donc merci d'avoir accepté cette invitation. Et avec grand plaisir. Et sur les recommandations d'Adrien, je ne pouvais qu'accepter. Donc c'est un plaisir. Quelle Merci chance pour moi. Je te propose de tirer la question mystère et de me tendre l'enveloppe. Et je vais te poser cette question, le vert, couleur de l'espoir. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi ? Les valeurs qui m'animent au quotidien, c'est vraiment déjà l'empathie, l'écoute des autres. C'est-à-dire que je ne me verrais pas travailler en solo, en tout cas sans avoir un environnement de travail et des relations humaines au quotidien qui me nourrissent. Les valeurs, ensuite, le respect, pour moi, c'est la base dans toutes les relations humaines. La loyauté, pour bien travailler ensemble. Et après, dans les valeurs qui m'animent, tu l'as dit en introduction, l'utilité, l'envie d'être utile aux autres. Et après, je suis quelqu'un, je pense, d'assez créative, donc j'ai besoin que ça bouge aussi, du dynamisme, et la créativité est quelque chose qui me porte au quotidien, dans l'envie d'innover et de faire des choses différentes pour ne surtout pas s'ennuyer au travail. Ça me parle. Quelle est ta définition de l'expérience collaborateur ? Pour moi, l'expérience collaborateur, c'est au-delà des grandes étapes, c'est-à-dire au-delà de l'onboarding, des premiers jours, c'est qu'est-ce que la personne va vivre au quotidien. Et notamment si cette expérience va être en adéquation avec ce qu'on lui a promis pendant l'entretien, pendant toute la période de recrutement. Et est-ce que les jolies valeurs qui sont affichées sur le site de l'entreprise ou qui sont mises en avant dans les couloirs vont être incarnées au quotidien. Donc concrètement, ça va être bien évidemment, quand on arrive, les premiers jours, l'intégration, mais c'est ensuite comment ça s'incarne au quotidien, c'est-à-dire le comportement des managers, si on apprenait la bienveillance, est-ce qu'on retrouve ça au quotidien, et puis tout simplement les choses de base, c'est-à-dire est-ce que l'ordinateur fonctionne ou est-ce qu'on a les conditions pour bien travailler selon son environnement de travail. Donc je le disais, les relations humaines vont beaucoup compter au quotidien, et il y a aussi qu'est-ce qu'on va proposer tout au long de l'expérience du collaborateur pour le faire progresser, pour l'emmener, l'embarquer, et surtout qu'il n'y ait pas d'effet un petit peu waouh au départ, et puis qu'au bout de 6 mois ou 1 an, ça s'effrite et qu'on se dise « Ah mince, dis donc, les promesses, c'était sympa au début, mais on va dire qu'il y a plutôt de l'usure à force que l'envie qui continue. » Et après, ce qui est intéressant avec l'expérience collaborateur, je trouve, c'est qu'on l'imagine de plus en plus avant le recrutement, c'est-à-dire avant, en tout cas, l'arrivée, comment on va se sentir accueilli, comment l'entreprise a envie qu'on arrive, donc le lien qu'on va tisser, l'air de rien, avant même le premier jour. Et ensuite, l'offboarding, c'est-à-dire quand ça se termine, comment
on garde aussi ce lien, comment on part dans de bonnes conditions. Et on parle beaucoup de salariés boomerang et l'offboarding est très important parce que du coup, si dans quelques années, le salarié a envie de revenir et que nous aussi, on a envie de le reprendre, si on a soigné l'offboarding, ça aide quand même beaucoup. Donc, je dirais que c'est vraiment quelle expérience on propose, exactement comme un client qui se rendrait dans un magasin, quelle expérience on lui propose de l'accueil jusqu'à son achat. C'est cette symétrie des attentions qui est importante pour moi et on doit veiller à ce que cette expérience soit aussi, si ce n'est parfaite, parce qu'elle ne pourra jamais l'être, mais en tout cas qu'elle soit cohérente et alignée avec ce qu'on avait promis aux collaborateurs. L'épisode de Jean-Jacques Gressier est sorti la semaine dernière, donc de l'Académie du service qui porte la symétrie des attentions. Donc c'était hyper intéressant d'avoir la source dont tous mes invités parlent. C'était hyper intéressant. Et puis ce que tu dis, ça résonne avec une copine qui va rentrer dans une boîte et elle a été 1 mois avant le moment où elle va vraiment rentrer dans la boîte, elle a été invitée à un dîner d'équipe. Elle m'en a parlé, elle a été extrêmement touchée alors qu'elle ne rentre que dans 1 mois. Déjà, elle s'est sentie, j'en suis déjà, je fais partie et c'est vrai que ça l'a marquée. Oui, tout à fait. Et moi, pour reprendre un exemple peut-être plus personnel, avant d'arriver chez CDI Média, je suis arrivée un 2 janvier, donc 2023, et on m'avait conviée 15 jours avant, milieu décembre, à la fête de Noël de l'entreprise. Du coup, j'avais pu rencontrer un petit peu de manière plus off et moins solennelle l'équipe, l'environnement, l'entreprise. Et du coup, c'est chouette parce qu'on se sent attendu et déjà un petit peu partie intégrante de l'équipe avant même ce fameux premier jour. C'est vrai. Tu as créé My Happy Job, c'est ce que j'ai dit, un média devenu une référence sur le bien-être du travail. Je pense que tous les RH et même d'autres connaissent ce média. Et si ce n'est pas le cas, il faut le connaître. Comment t'était venue l'idée et qu'est-ce que tu cherchais à transmettre à travers ce média quand tu l'as créé ? L'idée, elle m'est venue en 2015. J'ai lancé My Happy Job en 2016. Et en fait, elle est née du croisement entre des réflexions à l'échelle collective et des entreprises. Les accords pour la qualité de vie au travail nationaux ont été signés en 2013. Donc, 2 ans après, on commençait à avoir concrètement des actions un peu plus mises en avant. La Fabrique Spinoza avait aussi lancé pour la première fois à cette époque l'Université du bonheur au travail. Donc moi, par rapport à mon métier de journaliste, à l'époque, j'étais amenée à faire des sujets sur le bien-être au travail, sur l'équilibre vie pro, vie perso, un petit peu le sens au travail, mais c'était un petit peu émergent. Et ça restait des sujets, quand ils étaient abordés sur Internet, beaucoup RH, très institutionnels. Et il n'y avait pas de site plutôt un petit peu grand public, parce que j'étais déjà persuadée à l'époque que ça concernait pas que les RH et que ça pouvait nous concerner en tant que salarié, en tant que manager, même en tant qu'indépendant, tout simplement se sentir à sa place au travail. Et en fait, il s'avère que fin 2015, début 2016, on a eu une grosse réorganisation en interne et moi-même, je perdais l'essence de ce métier que j'avais toujours voulu exercer et on me demandait de faire ce métier de journalisme d'une manière dans laquelle je ne me reconnaissais plus du tout. Et je me suis dit, là, il va falloir partir et je ne me voyais pas non plus devenir boulangère, fleuriste ou en tout cas j'avais pas une autre passion où je me disais, c'est le moment, je vais complètement changer de vie et tout plaquer. Donc, je me suis dit, on va tenter l'aventure d'appliquer ce que j'ai envie pour le journalisme, c'est-à-dire de faire peut-être un peu moins en ligne, mais un peu mieux, des contenus plus qualitatif et moi de retrouver moi-même du sens dans mon travail. Donc j'ai monté mon entreprise pour lancer My Happy Job et donc c'était un petit peu la conjonction de moi, ma quête individuelle et de me dire tiens c'est marrant, ça fait quand même écho à beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais on parlait pas encore autant de qualité de vie au travail qu'aujourd'hui. Donc c'était aussi un petit peu un pari parce que il y avait des blogs de coachs qui étaient très bien sur la gestion du stress, mais il n'y avait pas de site vraiment un petit peu exhaustif sur le sujet. Donc c'est comme ça qu'est né My Happy Job en octobre 2016. Avec l'idée et l'envie de partager au plus grand nombre les clés pour se sentir bien au travail, avec la conviction qu'on pouvait tous agir. Les RH, bien évidemment, mais aussi les managers, les salariés. Ce qui m'a très vite confortée dans cette idée, c'est que des entreprises m'ont suivi dans le site, mais aussi, je recevais énormément de messages de lecteurs suite aux newsletters, par exemple, en me disant ça m'a été utile, des gens qui traversaient des périodes difficiles de burn-out, des gens qui sont reconvertis, des RH qui étaient hyper contents qu'on aborde le sujet, et on partageait des expériences concrètes d'autres entreprises. Donc, ça m'a rapidement montré que j'étais sur la bonne voie. C'était au bon endroit. Voilà, exactement. Ce qui m'interpelle, c'est que et peut-être que moi, j'en avais pas autant conscience, c'est qu'en 2015, tu dis qu'on parlait déjà d'équilibre vie pro, vie perso. Tu vois, dans mon esprit, ça a l'air plus récent, ou ça s'est accéléré peut-être, mais c'était déjà le cas. Oui, et ça s'est vraiment accéléré par contre avec le Covid. Okay. Et c'est là où vraiment ce que je disais, My Happy Job, on est arrivé, je pense, un peu en pionnier sur ces sujets-là. Et après,
après le Covid, typiquement, on a connu un boom d'audience énorme parce qu'on parlait de télétravail, par exemple, depuis 2-3 ans. Et en 2020, tout le monde s'est retrouvé à devoir télétravailler pendant les confinements. Donc, on avait cette expérience depuis plusieurs années et c'était des sujets que, je dirais, les entreprises où les gens se posaient, mais c'était un petit peu, c'était pas la norme, comme aujourd'hui où ça va être, quand tu regardes les enquêtes aujourd'hui, beaucoup plus la norme. Qu'il y a quelques années où on n'avait pas ces sujets-là tout le temps. Donc, je dirais que c'est maintenant rentrer dans des sujets grand public et qui nous semblent complètement normaux et qui concernent tout le monde. Et je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un peu plus rare, mais on en parlait déjà. Il y avait déjà des choses faites. Mais en tout cas, voilà, ça avait besoin de connaître un peu plus d'écho. De toute façon, aujourd'hui, c'est la question. Enfin, est-ce qu'il y a du télétravail ? Je pense que dans les entretiens de recrutement, il n'y en a pas un où, si ce n'est pas déjà connu, la question ne va pas être posée. Donc, c'est clair, c'est complètement rentré dans les mœurs. Tu diriges aujourd'hui plusieurs magazines, je l'ai dit, Courrier Cadre, Rebondir, l'officiel de la franchise et My Happy Job. Quelle grande tendance, là, tu observes sur l'expérience collaborateur du point de vue des collaborateurs, mais aussi du point de vue des entreprises ? Tu parlais du télétravail. On a une grande remise en question. Alors, il y a 1 an ou 2, on se disait ça concerne que les États-Unis, Google, c'est pas la France. Et en fait, on se rend compte cette année que si, ça concerne concrètement aujourd'hui des entreprises en France. Donc, je pense qu'il y a ce mouvement un peu de recul. Donc, je suis assez curieuse de voir dans les semaines et mois à venir si ça va continuer à faire un effet boule de neige ou si on va atteindre un équilibre. Et peut-être que c'était ceux qui avaient été le plus loin vers le tout télétravail qui aujourd'hui vont dans l'autre extrême, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Et je pense qu'il faut se rendre compte de l'impact que ça a pour la vie des gens. Quand tu as 2, 3, 4 jours de télétravail, tu organises ta vie en conséquence, ton équilibre de vie, ta vie personnelle, là où tu habites. Tu te dis que tu peux peut-être habiter un peu plus loin du siège de ton entreprise parce que du coup, tu peux travailler à distance plus souvent. Et c'est vrai que quand les accords aujourd'hui sont renégociés et que les gens passent par exemple à une journée de télétravail, ça te change clairement ton quotidien. Et c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à l'expérience collaborateur. Ce que je disais, c'est comment le collaborateur va vivre son travail tous les jours. Et ça, clairement, pour moi, c'est un vrai impact. Quand tu as 2-3 jours de télétravail ou quand tu n'en as plus du tout, ton quotidien, il est transformé. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une tendance à surveiller. Ensuite, les questions de santé mentale, quand on parle d'expérience collaborateur, c'est forcément aussi comment on se sent au quotidien dans son travail. On le voit aujourd'hui dans les études, ça ne va pas mieux que depuis le Covid. Donc, ça reste des chiffres qui, quand on regarde les études d'empreinte humaine ou de Malakoff Humanis, ne sont toujours pas bons, notamment en termes d'épuisement professionnel et surtout pour certaines catégories, les managers, les RH, les plus jeunes. Donc ça aussi, clairement, les entreprises ont un rôle à jouer. Il y a une co-responsabilité, encore une fois, entre les managers, l'entreprise et le salarié. Et ça, je pense que c'est des enjeux concrètement qui font partie pleinement de ce qui va changer la donne aussi pour les salariés si on prend soin d'eux, si on leur permet d'être dans un climat bienveillant, sécurisant ou pas. Et ça joue clairement sur ton expérience au quotidien au bureau. Et enfin, dernier point, je pense que le management est important. On attend beaucoup des managers aujourd'hui. Et je pense que dans l'expérience collaborateur, il y a un maillon clé, c'est le manager, c'est-à-dire comment il va au quotidien incarner les valeurs de l'entreprise, mais aussi qu'est-ce qu'il va apporter à son équipe. Et il peut faciliter la vie de ses collaborateurs, la rendre vraiment meilleure et booster les gens, je pense, avoir un rôle clé. Et en même temps, quand on a un manager à qui soit le courant ne passe pas ou qui peut être parfois ce qu'on appelle un manager toxique, là, ton expérience collaborateur, elle va tout de suite être beaucoup moins bonne. Donc, je pense que former ces managers aujourd'hui et investir sur eux et les accompagner, parce que ce n'est pas un rôle facile, je pense que c'est clé. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vrai que j'avais lu que le nombre de départs de collaborateurs par rapport au manager, c'était une des causes de départ et c'était assez important. Oui, on dit généralement plus d'1 sur 2 de départ se fait à cause d'un manager, donc c'est énorme. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire la cible parce que ils sont souvent pris en sandwich eux exactement, aussi. Si l'entreprise n'a pas formé tout simplement à ce rôle de manager et qu'on passe de bon élément à la promotion suivante, c'est manager et qu'on ne t'accompagne pas, c'est compliqué quand même, ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc, il faut aussi se rendre compte de la part que l'entreprise a à jouer pour accompagner le manager à occuper pleinement son poste et à lui donner les moyens de l'exercer aussi dans de bonnes conditions et que ce ne soit pas en plus de tout l'opérationnel qu'il doit gérer. Mais oui, c'est clé. Et puis, c'est une fonction qui est compliquée, je pense, à exercer et de moins en moins de personnes veulent devenir manager et ce n'est pas anodin non plus. Et pour le télétravail, c'est vrai que j'avais entendu dire qu'il y a des gens, dans l'accord, ils pouvaient faire du télétravail, ils ont même acheté
leur résidence plus loin, voire en province. Exactement. Et là, ça pose des problèmes dans leur boîte où on leur dit il va falloir revenir au siège qui peut être à Paris. Apparemment, ça pose quand même des vrais soucis en termes de marque employeur. Oui. Je pense que les entreprises qui vont trouver le bon emplacement du curseur, à mon avis, vont avoir un avantage concurrentiel dans les recrutements. Exactement. Oui, je pense que c'est vraiment clé et que depuis très longtemps, l'OMS dit que, par exemple, l'idéal, c'est 2 à 3 jours de télétravail par semaine, que ça permet de maintenir un bon équilibre, le lien avec les autres, d'être au bureau, mais en même temps qu'il y a tous les avantages du télétravail aussi, c'est-à-dire moins de transport quand tu habites loin de ton lieu de travail, même quand tu es en région parisienne, si tu mets 1 heure, 1 heure et demie et que tu prends le RER et pour l'utiliser au quotidien et savoir que ça ne marche pas bien tous les jours, le télétravail, pour ça, est important. Ça te fait des jours où, tu as 1 heure en plus le matin et le soir pour dormir, faire autre chose, peut-être un peu plus travailler parfois, mais en tout cas, tu as du temps aussi pour toi. Et c'est quand on est manager aussi, je reprends cet exemple, mais c'est une journée où tu es peut-être un peu moins sollicité aussi, où tu vas organiser ton temps pour faire tes réunions d'équipe et tu es très content de voir ton équipe au bureau. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien quand on est en télétravail, d'avoir beaucoup moins de sollicitations, de pouvoir travailler 2 heures sur la même tâche sans être interrompu. Et ça, c'est un vrai luxe aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter le télétravail d'un coup et se dire « Ah non, oh là là, ça ne sert à rien, les gens ne travaillent pas. » Non, toutes les études ont montré que les gens quand même travaillent, voire travaillent plus en télétravail parce qu'ils ont peur qu'on pense qu'ils ne travaillent pas. Mais en même temps, il faut se rendre compte que le bureau a du bon. Et voilà, donc je pense qu'en effet, les entreprises qui iraient d'un extrême à l'autre, c'est pas bon. Et à l'inverse, celles qui jouent le jeu et maintiennent le cap de la moyenne de 2 à 3 jours de télétravail, c'est, je pense, la meilleure équation possible. Quand on prend ton expérience personnelle, toi, les raisons de ta carrière qui t'ont fait rester parfois, partir parfois, tu l'as un tout petit peu évoqué. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, je mettrais en lumière cette question avec quelque chose que j'ai appris à travers beaucoup de webinaires avec les chercheurs de Moodwork, par exemple Clément Poirier, mais aussi avec Adrien Chignard, on y revient, sur la théorie de l'autodétermination. Ça paraît, c'est une recherche en psychologie. Il y a 3 besoins fondamentaux. Il y a l'autonomie, et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, et c'est pour moi quelque chose qui va me faire rester ou partir, c'est-à-dire est-ce que j'ai la marge de manœuvre suffisante dans mon travail pour le modeler un petit peu comme je veux, pour imaginer des choses. Et personnellement, pour avoir été dans des grands groupes, je sais que ça ne me convient pas quand il y a besoin de 10 réunions pour démarrer un projet, quand on lance un projet et que peut-être il sera opérationnel dans 1 an, on y réfléchira encore, on verra. Et en fait, pour moi, ça, au quotidien, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, ce besoin d'autonomie est très important. Le besoin de compétences, ensuite. Sentir que on est à sa place, dans le sens où on a chacun, je pense, une zone dans laquelle nos talents sont plus facile, entre guillemets, où on se sent bien, tout simplement, où on se rend compte que on a les bonnes compétences pour ce poste. Et ça, c'est important, avec le sentiment d'évoluer. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi important de se dire que on grandit professionnellement, on apprend des choses. Donc, ce besoin de compétences est aussi important. Et le dernier, c'est le sentiment d'affiliation. C'est les relations aux autres. Et comme tu le disais, mais ça m'arrivait personnellement, de rester parce que le manager était top, parce que j'étais dans une super équipe avec une binôme que j'adorais, avec qui on travaillait très bien. Et dans ces cas-là, tu es prêt à faire des compromis sur ton temps de transport, sur pas mal de choses, parce que tu dis, mais en fait, on a un projet génial qui a du sens, une équipe au top. On a peut-être un peu moins de moyens que certains grands groupes, mais au quotidien, c'est top. Et à l'inverse, quand tu as un manager qui va te pressuriser ou tu te rends compte que ça a beau être quelqu'un de très brillant au quotidien, c'est plus compliqué dans sa manière de gérer l'équipe, ça va te faire réfléchir aussi, de te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ça pour moi ? Donc, je dirais que ces 3 aspects-là, en fait, je les ai moi-même vécus dans différentes expériences. Et je pense que ce qui fait rester, en tout cas, là, par exemple, moi, c'est la première fois que je vais rester dans une entreprise. Je vais fêter mes 3 ans au sein de CD Media en janvier. C'est la première fois, à part My Happy Job, que j'ai dépassé le cap des 2 ans. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'avant My Happy Job, je restais généralement 2 ans en entreprise. Je me remettais à mon compte pour relancer des choses. La vie de pigiste me plaisait bien aussi. Et quand je voyais que il y avait plus trop d'évolution ou que ça allait être un peu plan-plan, on allait s'ennuyer, il y a parfois, j'ai préféré démissionner et me dire, je me remets à ma vie de pigiste et je vais me remodeler mon travail un peu comme j'ai envie. Donc là, je pense que je reste aussi parce que j'ai cette autonomie, un environnement qui évolue et des relations de travail qui sont très chouettes au quotidien et qui portent aussi. Ça me parle, parce que là, moi, j'ai fêté au mois d'octobre mes 15 ans chez Xelia. Mais avant ça, je pense que j'ai changé 10 fois de boîte. Mais voilà. Donc, c'est vraiment ça, ce que tu dis résonne très, très fort chez moi.
Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, d'ailleurs, sur ces collaborateurs et potentiellement les managers toxiques, en tout cas, toi, tu me dis que tu as vu parfois des collaborateurs en pleurs ou qui souffraient de manque de reconnaissance. Et tu m'as parlé, tu l'as un petit peu évoqué, cette co-responsabilité. Et j'ai bien aimé ce trinôme entre responsabilité entre le collaborateur, le manager et l'entreprise. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? La responsabilité de qui et jusqu'où? Ça commence où? Ça finit où? Et comment ça peut se traduire au quotidien? Oui, moi, ça m'avait marqué. C'était mes premiers stages, vraiment, au-delà des stages d'observation qu'on fait, au collège et au lycée, ceux pendant mes études où on restait, 2-3 mois dans une rédaction, puis on commençait à vraiment travailler et se rendre compte que, des journalistes qui avaient 10 ans, 15 ans de plus que moi, sortaient du bureau du rédac chef en pleurs, parce que, les retours sur tel papier avaient été faits d'une manière, pas forcément, mais avec beaucoup d'empathie et parfois c'était en plein milieu de l'open space. C'est-à-dire que, tu as quelqu'un qui va, te faire une critique, on va dire, sans mettre les formes, et ça va être devant tous les autres. Donc, oui, ça m'est arrivé de voir des journalistes qui étaient brillants par ailleurs et qui étaient très bons, être complètement minés et vraiment. Donc, c'est quelque chose qui marque parce que, en l'occurrence, ce genre de rédac chef, c'est aussi généralement des professionnels qui sont très brillants. C'est-à-dire, quand on lit leurs articles, quand on les voit animer des choses, c'est des gens qui sont vraiment bons, qui sont intellectuellement très intéressants, mais qui n'étaient pas câblés pour être manager, ou en tout cas pas de la manière dont aujourd'hui on imagine le management. Donc c'est des travers aussi de peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans qu'on voit, je pense, un peu moins aujourd'hui, mais ça reste des travers du management qu'on peut appeler à la française. Donc oui, moi ça m'avait profondément marqué et ça te marque aussi dans l'idée du manager que tu n'as pas envie d'être en fait. Et te dire toi plus tard, non, en fait j'ai envie d'être exigeant mais que de faire grandir les gens, et pour moi c'est important, la manière compte beaucoup au quotidien. Quand je parlais tout à l'heure de respect et de politesse, pour moi c'est la base, c'est-à-dire qu'on peut faire des critiques, tout ne va pas tout le temps, tous les articles ne sont pas bons, il y a toujours, on peut faire mieux, mais l'idée c'est d'embarquer les gens pour qu'ils aient envie aussi de progresser et qu'ils se sentent en sécurité aussi au quotidien, et pas arriver la boule au ventre le lundi matin en disant elle va encore me tomber dessus, ça va être l'horreur. Donc j'essaye d'appliquer aux autres ce que j'aimerais qu'on m'applique, en tout cas ce que j'espérais à une époque. Donc ça m'avait marqué. Et oui, la co-responsabilité est importante parce que des fois, en tant que manager, tu veux bien faire, tu essayes de faire un maximum pour apporter le cadre, mais on se rend compte que la motivation, tu peux pas dire à quelqu'un mais tiens, motive-toi, et puis demain matin, 9h, la personne arrive et est engagée. Non, en fait, ça n'existe pas. Donc, c'est aussi la part du chemin que le collaborateur doit faire. Et elle est plus facile, cette part de chemin à faire, quand tu te sens à ta place, quand tu es motivé par le projet, quand il trouve du sens, quand il trouve un intérêt personnel. Et là, tu vois, ça fait écho, par exemple, dans le prochain Courrier 4, j'ai interviewé Nina Métayer, et un de ses conseils, c'était toujours travailler pour soi. C'est-à-dire qu'en fait, on va être meilleur quand on a envie nous-mêmes de progresser, et qu'on se dit, là, j'ai envie d'être excellent, là, j'adore ce que je fais, donc j'ai envie d'apporter ce petit supplément d'âme. Mais quand tu as quelqu'un qui est là pour faire le job, mais n'y trouve pas un intérêt de dingue, en tant que manager, c'est compliqué. Tu as beau essayer d'embarquer, tu n'as pas la baguette magique qui fait que même si toi, tu es très, très enthousiaste, tu vas pas réussir à porter les gens. En tout cas, tu peux faire les conditions au maximum, et tu peux pas tout faire non plus. Donc c'est là aussi qu'il faut se rendre compte de la part du collaborateur, même pour les bonnes relations. Quand on parle de santé mentale, de qualité de vie au travail, le manager a un rôle de poser le cadre et d'impulser certaines choses, mais en même temps c'est aussi aux collaborateurs de dire tiens, on pourrait pas organiser, je sais pas, un petit déj ou quelque chose, enfin d'être proactif tout simplement, et d'apporter des choses. Et c'est comme ça que je pense qu'on vit mieux tous au travail, quand chacun apporte quelque chose. Et les RH sont bien évidemment très importantes, la direction aussi, mais je pense qu'au niveau d'une équipe, c'est vraiment des choses qui jouent, où chacun a un rôle à jouer selon son tempérament. Et c'est pas qu'une question de fiche de poste. Faut pas tout attendre du manager en se disant non, c'est à lui d'organiser toute la vie de l'équipe. Moi, non, en fait, en tant que collaborateur, on peut aussi prendre des initiatives. Il faut que le contexte et la culture de l'entreprise le permettent, mais c'est quand même tellement plus génial, je trouve, quand chacun peut apporter quelque chose et sa petite brique à l'édifice. Oui, parce que l'idée, c'est pas d'infantiliser ni d'être infantilisé. Exactement. Il ne faut pas reproduire le schéma papa-maman Exactement. Et se mettre dans la position de l'enfant, mais plutôt être en position adulte. Voilà, exactement. Tout à fait. Et la responsabilité de l'entreprise,
Parce que du coup, on a eu tu m'as dit Oui. le manager, le collaborateur, et tu vois dans la responsabilité de l'entreprise, là, Exact. Enfin, par rapport, si je prends la qualité de vie au travail, oui, l'entreprise est responsable déjà du cadre de travail de base, hein. C'est-à-dire au niveau de l'entreprise a une responsabilité en termes de santé mentale, d'offrir un condition et des conditions et des cadres de travail. Et c'est ce que je disais par rapport au manager qui ne veut pas forcément mal faire, mais qui ne sait pas forcément comment faire. Donc l'entreprise a ce rôle de former les gens, d'accompagner. Il y a de plus en plus de dispositifs aussi aujourd'hui en entreprise qui permettent l'écoute des salariés. Donc les RH ont un gros rôle, par exemple, tout simplement en termes de diagnostic. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que les gens sont contents de leur équilibre vie pro, vie perso? Est-ce qu'ils sont contents du management? Donc ce rôle-là, oui, c'est au RH, au niveau de l'entreprise globalement. Et puis, quand on parlait tout à l'heure de valeurs, il y a des choses à impulser et à incarner. Donc ça, oui, c'est pour moi clairement le rôle des RH, de dire qu'on pose le cadre qui permet de déjà bien tous travailler ensemble. Et après, il y a tout le reste. Mais si tu es dans une entreprise où tu es payé en retard, ou je reprends l'exemple bête, hein, mais l'ordi qui marche pas, tu n'as pas des bonnes conditions pour travailler, en fait, si tu n'as pas cette base-là, je ne vois pas comment au quotidien tu peux être heureux et te sentir bien dans ton travail. Tu co-animes, je l'ai dit, avec Aurélie Durand, le podcast Les Petits Cailloux, dont est tiré le livre SAV des managers. Qu'est-ce que ces échanges t'ont appris sur la réalité des managers? Tu en as un petit peu parlé aujourd'hui, leurs doutes, leurs difficultés, mais aussi leurs envies, leurs ressources, leurs appétences. Alors que c'est pas un poste facile, même quand on voit des managers expérimentés, en fait, tout le monde a un petit caillou qu'il porte. Et ce qui est intéressant, c'est d'oser en parler. C'est-à-dire, à travers ce podcast, c'est vraiment de se rendre compte que les autres vivent des situations qu'on a vécues ou qu'on va vivre ou qu'on est en train de vivre. Déjà, ce sentiment de ne plus être seul. Donc, je crois beaucoup à l'échange entre pairs et que ça fait du bien, tout simplement, d'entendre les autres dire « Ah oui, tiens, c'est marrant, moi aussi, j'ai vécu ça. » Donc, ça fait du bien. Et à travers le podcast, on essaye vraiment de débloquer les choses. Par exemple, comment faire un bon feedback pour qu'il soit constructif, même si y a des choses qui vont pas, hein. L'idée, c'est pas d'être bisounours tout le temps, mais comment je fais pour recadrer? Ça peut être des choses aussi, c'est pas facile de comprendre parfois les autres générations. Donc, on peut avoir la Gen Z, on en parle énormément avec beaucoup de stéréotypes, c'est de se dire, tiens, si j'ai des jeunes ou des seniors dans mon équipe, qu'est-ce que je peux faire pour que le lieu en prenne? Et vraiment, le podcast se veut très pratique pour aider au quotidien. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle qu'on va tous pouvoir appliquer, mais il y a des questions à se poser et de prendre du recul. Et en fait, on a souvent des fois des a priori ou des jugements où on va se dire « Ah, il réagit comme ça, donc on va interpréter ». Et la vertu du podcast et du livre, c'est qu'Aurélie nous permet toujours, je trouve, de faire un pas de côté en se posant les bonnes questions. Mais tiens, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai cette émotion? Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Et en fait, de prendre ce petit temps de réflexion, on se rend compte que l'autre n'a pas forcément voulu mal faire, que peut-être que là, moi, mon message, il était peut-être pas assez clair. Donc, en fait, on y revient, cette co-responsabilité de se dire quelle est ma part et mon rôle dans la relation, et là, quelle est aussi la part du collaborateur ou de la collaboratrice, et comment faire pour que cette relation au quotidien elle soit meilleure. Et après, ce qui est aussi très intéressant, c'est à travers le livre, j'ai interviewé des managers, et c'est hyper intéressant de comprendre aussi pourquoi on manage. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des difficultés, donc ça peut paraître un rôle plombant, mais c'est aussi génial de revenir à l'humain et de se dire qu'on aide les autres à grandir, que malgré les difficultés, on joue un rôle dans la carrière des gens, et comprendre aussi ce qui fait le bonheur des managers, ce qui les fait au quotidien aimer ce rôle, parce qu'il y a des gens qui adorent manager, et ça fait du bien de les écouter aussi, et de se rendre compte que malgré les petits cailloux, il y a des solutions à tout. En tout cas, faut partir du principe qu'un problème, une solution, et on trouvera cette solution, et de se dire que c'est un rôle aussi, je pense, qui peut être très épanouissant au quotidien si on est dans une structure qui le permet. Mais en tout cas, ça fait du bien aussi d'entendre cette parole-là. Les bonheurs des managers, c'est quoi? Oui, dans ceux qui nous sont revenus, c'est vraiment de se dire qu'on a été là. Par exemple, je prends l'exemple du président de Super U qui, dans le livre, nous raconte la crise du Covid. En fait, ça a été, quand tu travailles dans la grande distribution à cette époque, il faut se rendre compte que ça a été un tsunami. Donc, il faut aller maintenir les équipes, que les équipes étaient, avec la fameuse expression, en première ligne. Et en fait, quand tu l'écoutes parler de lui dans son Super U, les caissières qui étaient là, qui étaient heureuses de dire on aide, on contribue, on participe. Et en fait, lui, il avait le rôle de capitaine du navire, de dire voilà, je partage les informations pour que les gens se sentent aussi avec ce cap commun, et de se dire qu'ils ont contribué à ça. Donc, je trouve ça génial de se dire que on a tous œuvré à quelque chose de commun. Quand on a aidé un manager après un feedback à
peut-être changer ses manières de travailler, s'améliorer, progresser, c'est hyper gratifiant aussi. Quand tu as quelqu'un que tu as managé il y a 10 ans, même en tant que stagiaire, qui te dit « Ah, mais en fait, tu as joué un rôle hyper important, tu m'as donné l'envie de faire ce métier, tu m'as donné envie. » C'est génial, en fait, de se rendre compte qu'on a joué un rôle à son échelle dans la carrière de quelqu'un, dans son envie de faire ce métier, dans sa manière de voir sa vie professionnelle. Et je trouve que c'est génial de se rendre compte qu'on peut chacun avoir ce rôle en tant que manager et que peut-être que les gens avec qui vous collaborez aujourd'hui seront voilà, dans d'autres équipes dans 10 ans, dans 15 ans, mais se souviendront de cette expérience que vous avez vécue tous ensemble. Je trouve aussi très intéressant ce que tu as partagé sur aussi se poser des questions sur soi-même. Parce que la facilité, c'est souvent de mettre la responsabilité sur l'autre, qui évidemment, l'autre est nul. Évidemment, il n'a rien compris. C'est ça. Évidemment, il est feignant. Et en fait, se dire, mais effectivement, qu'est-ce que ça fait résonner chez moi? Et les gens avec qui je travaille, je dis souvent, on est 100% responsable de 50% de la relation. C'est ça. Donc, ça n'existe pas un moment, sauf cas extrême, où une personne serait complètement en tort. Parce qu'à un moment, toi-même, tu as eu une réaction ou un comportement qui ont aussi activé quelque chose chez lui sans même t'en rendre compte et qui fait qu'il te renvoie cette réaction. Oui, donc, je trouve que se poser des questions sur quelle est ma part de responsabilité dans la situation qu'on est en train de vivre. Et je ne parle pas de cas extrêmes avec des gens qui sont hors cadre et que de toute façon, voilà. Mais dans des relations relativement normales où il y a quand même des conflits dans les entreprises parce que parfois on n'est pas toujours d'accord. Et à un moment, il faut que les choses avancent et ça permet d'avancer. Souvent, d'ailleurs, c'est plutôt une chance. Tout à fait. À un moment, se dire quelle est ma part de responsabilité dans la situation qu'on est en train de vivre et comment je peux contribuer aussi à dépasser cette situation. Donc, oui, et vraiment comprendre les besoins de chacun, c'est-à-dire pas partir du principe que tout le monde fonctionne de la même manière, comprendre que peut-être que pour un de vos collaborateurs, la reconnaissance va être très importante, pour l'autre, ça va être maintenir son équilibre de vie parce qu'il est à un moment particulier de sa vie. Donc, c'est vraiment comprendre les besoins de chacun et exprimer aussi ses besoins et sa manière de fonctionner en tant que manager. Vos collaborateurs peuvent pas deviner comment vous travaillez, quels sont vos besoins aussi à vous, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces échanges-là sur quel canal on utilise tout simplement, mail, téléphone, les points hebdo, qu'est-ce qu'on y met, enfin d'avoir ce genre de conversation sur comment bien travailler ensemble aussi et pas partir du principe que c'est limpide pour tout le monde, et évoluer aussi, se rendre compte que dans une équipe, la vie d'une équipe, c'est aussi peut-être qu'il y a 2 ans, on n'avait pas besoin de tel rituel, mais qu'aujourd'hui, ce serait utile. Donc se questionner, c'est aussi se questionner à l'échelle collective de quoi on a besoin pour mieux travailler tous ensemble. C'est pour ça, chez Xelia, quand on s'est transformé début 2021, tout le monde est initié à la communication non violente. Pour montrer qu'en tout cas, après ça marche plus ou moins bien, il y a des gens qui sont plus ou moins adeptes, mais en tout cas, le cadre de l'organisation, c'est ce qui est prévu. Donc on a tous les mêmes règles, entre guillemets, et quand on a besoin de faire une médiation, c'est ça qu'on utilise. Donc je trouve que ça donne quand même un socle commun. Après, c'est pas magique. Il faut quand même avoir la volonté d'avoir de bonnes relations avec les gens ou de les améliorer quand ça ne va pas. Mais en tout cas, je trouve que donner un socle commun, et puis ça donne un peu le ton même de l'entreprise dans laquelle on se trouve et ce qu'on a envie idéalement d'y vivre. Oui, ce qui est autorisé ou non, et c'est important. Tu m'as dit la culture du chiffre pour le chiffre, ça a fini par te désengager, même toi aussi, tu l'as dit. Quelle piste peut être des plus simples aux plus ambitieuses selon toi pour remettre au cœur de la performance, notamment pour les dirigeants qui nous écoutent? Oui, parce que la culture du chiffre en elle-même, déjà faire toujours plus, ça a ses limites en termes de sens au travail. C'est-à-dire, si on fait toujours plus mais moins bien, pour moi, la fierté du travail bien fait, le travail bien accompli, avoir ce sentiment-là est hyper important. Donc, c'est des fois avoir le courage de dire ce qu'il faut faire moins, mais mieux. Et on vit dans une société, notamment moi, dans le monde de l'information, où on est dans un monde où on est entouré d'infos toute la journée, en ligne. C'est de l'info en continu tout le temps, c'est toujours la rapidité, voire l'urgence. On a l'impression de vivre dans un monde où tout est urgent. Donc c'est peut-être, là encore, faire ce pas de côté et se dire, est-ce qu'on peut pas faire un peu moins, peut-être, mais mieux. Donc changer son rapport aussi au temps. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, ce sur quoi on veut mettre notre énergie, parce que tout ne mérite pas qu'on mette la même énergie dans nos missions
pression au quotidien. Donc, c'est peut-être faire ce travail de dire, bah oui, mais là, tel projet, non, ça va vraiment nous apporter beaucoup de choses. Donc, on va y passer plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources. Et à l'inverse, ça, peut-être que c'est pas prioritaire, peut-être que ça peut attendre l'année prochaine, peut-être qu'on a voulu trop faire d'un coup. Et en tout cas, y aller, la stratégie des petits pas est très importante, brique par brique. Et on se rend compte que on avance et c'est comme ça qu'on met de bonnes fondations et que ça permet de voir la suite. Donc, ça, c'est important. De questionner les collaborateurs aussi sur qu'est-ce qui est important pour eux. Ça permettra d'avancer mieux, tout simplement. Et je pense qu'au-delà des chiffres, c'est de se rendre compte les efforts des fois que mettent les gens. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un projet n'a pas été... alors, moi, je vais parler en termes d'audience, mais n'a pas atteint peut-être les ventes pour certains qu'on voulait. C'est de se rendre compte, si les gens ont mis beaucoup d'énergie, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, il y a déjà à capitaliser là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour rendre le projet d'après encore meilleur? Tout n'est pas acheté. Beaucoup d'entreprises apprennent de leurs échecs et tant mieux. C'est de se dire, là, on a développé tel process, tel logiciel qui est très bien et qui va nous aider à faire autre chose, en fait. Donc, c'est aussi de se rendre compte de ce qu'on fait bien, de ce qu'il faut changer. Et pour moi, c'est important au quotidien. Sinon, on perd les gens. Le chiffre pour le chiffre. Moi, à une époque, quand c'était faire 25 articles par semaine, je vois pas comment, en tant que journaliste, on peut faire 25 articles de qualité dans une semaine. En fait, non. On va faire du copier-coller d'autres choses. On va plus aller rencontrer les gens. On va plus faire d'interviews. On va plus faire de reportages. Et à l'heure de l'IA, tout ça, c'est du contenu que pourra faire l'IA. C'est-à-dire que la plus-value des journalistes, elle n'est pas à faire du toujours plus de contenu. Donc, dans les entreprises, c'est aussi de se rendre compte quelle est la plus-value des gens que j'ai embauchés, quelle est vraiment leur expertise, leur valeur ajoutée. Et ne serait-ce que de revenir à ça, ça fait déjà peut-être élaguer certaines choses et se rendre compte de qu'est-ce qu'on confie à qui. Tu as ouvert ce petit sujet de l'IA. Donc, j'aimerais bien avoir ta vision un peu sur l'IA, l'évolution, l'accélération dont tu as parlé. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est de se remettre, par exemple, il y a 2 ans, nous, Courrier on faisait un dossier sur l'IA dans le futur du travail pour sensibiliser. C'est quoi l'IA? Quelles sont les idées reçues? Qu'est-ce que c'est pas? Donc, il y avait vraiment des grosses interrogations et les gens voyaient ça de manière un peu lointaine. Là, on vient de faire un dossier sur comment se former à l'IA, c'est-à-dire que c'est plus demain, c'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. Donc, il y a vraiment cette question, comme on le disait, d'accélération et de se dire que faut pas louper le coche. Mais maintenant, ça pose plein de questions pour vraiment notre quotidien au travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on délègue ou pas, comment. Nous, par exemple, si je prends l'exemple en interne, on s'est tous formés en tant que journaliste à l'IA. Et après, qu'est-ce qu'on retient comme outil? Parce que tout n'est pas bon à prendre, mais par contre, il y a des choses qui nous font gagner du temps. Autre question, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on gagne? C'est-à-dire qu'on nous promet toujours de gagner du temps, mais à quoi on va l'utiliser? Est-ce qu'on va l'utiliser pour produire toujours plus? Ou est-ce qu'on va se dire que ça va nous permettre de développer des projets peut-être qu'on n'aurait pas eu le temps, qu'on va prendre du temps pour peut-être se former, faire autre chose. Donc, il y a cette question-là aussi. Et puis après, il y a vraiment les usages. Pour moi, il y a 2 écueils, c'est-à-dire, je le disais, quelqu'un qui ne prendrait pas le wagon, qui serait un peu dans le déni, non, moi, j'en ai pas besoin de l'IA, je me débrouille très bien au quotidien. Et quelqu'un qui, à l'inverse, dirait, magnifique, l'IA peut faire à ma place, allons-y gaiement. Mais en fait, l'esprit critique et cette vigilance, elle est essentielle parce que sinon, en fait, déjà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des erreurs. Et ensuite, c'est moi, mes compétences, c'est-à-dire, typiquement, je sais faire de bonnes synthèses, je sais prendre des notes. Si je délègue tout le temps à l'IA, est-ce que dans 2 mois, 2 ans, j'aurai toujours les mêmes compétences ou est-ce que j'aurai perdu? Donc, c'est vraiment se questionner, est-ce qu'on en a toujours besoin? Est-ce qu'on ne garde pas des temps où on ne l'utilise pas? Et puis après, avoir... aussi vraiment en tête que ça peut avoir un impact sur notre santé mentale, sur notre fatigue. Si je délègue toutes les tâches qui sont les plus faciles, moi, je me retrouve qu'avec les tâches complexes. Donc, ma journée de travail, ça va plus être la même et je vais plus avoir ces petits sas où je pouvais faire quelque chose de facile, d'assez gratifiant, qui allait vite, qui me demandait pas beaucoup de réfléchir, mais qui, par contre, me faisait 2 pauses entre 2 dossiers un peu complexes. Et dans une conférence, on donnait l'exemple, il y a pas longtemps, de la relation client. Beaucoup d'entreprises, et c'est très bien, ont des chatbots en ligne. Ça nous dépanne tous en tant que client, hein. Le colis n'est pas arrivé, je démarre par là, mais il faut se mettre à la place des gens qui sont sur la hotline. On les appelle quand? On les appelle quand on est très énervé parce que le chatbot ne nous a pas répondu au bout d'1 heure ou nous a mal répondu, et ils ont que les cas complexes. Et même pour eux, ils ont plus ces petites victoires du quotidien, c'est merci assez vite et tel cas il a été réglé très facilement. Non, ils ont que les cas les plus pénibles ou les plus durs, et ça, à la fin de la journée, ça peut quand même jouer sur le moral, sur la fatigue. Donc, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que ça pose énormément de questions, je trouve, au quotidien, dans comment on l'utilise, quel usage vraiment on veut en faire. Et j'étais hier soir à une conférence, la conférence annuelle d'Indeed sur le futur du travail, Future of Work. Et justement, il y a quand même des chiffres assez impressionnants, notamment l'accélération, parce que Internet, il a fallu 7 ans pour obtenir à peu près 100 millions de consommateurs. ChatGPT, il a fallu 2 mois pour avoir 100 millions de consommateurs. Par ailleurs, tout le monde parle d'Internet, toutes les entreprises, tous les sujets, toutes les conférences. Là, tu ouvres ton ordinateur, ta télé,
Voilà. Et en fait, au niveau mondial, il n'y a que 14% des entreprises qui ont ne serait-ce qu'envoyé un guideline pour expliquer comment fonctionne l'IA, comment on l'utilise dans notre entreprise, qui ont donné une formation. Enfin, c'est quand même très, très peu, alors qu'on a l'impression que c'est omniprésent dans nos vies perso et pro. Mais je pense que c'est omniprésent, mais que les gens ne le disent pas toujours. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'entreprises où, comme tu le dis, l'IA n'a pas été mise en avant, où on n'a pas expliqué comment s'en servir, on n'a pas formé les gens, mais ça ne veut pas pour autant dire que les gens ne s'en servent pas. Les gens s'en servent et peut-être n'osent pas le dire parce qu'on va les montrer du doigt. Oh là là, il a tout fait par l'IA, il bosse plus, c'est pas lui qui l'a fait. Donc il y a parfois une honte à utiliser l'IA encore aujourd'hui. Et il y a, c'est ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire l'aspect caché sous le tapis. Et je pense que ça, c'est la réalité dans beaucoup d'entreprises. Et on a, à l'inverse, des entreprises qui sont tellement avancées, qui commencent aujourd'hui à mettre ce qu'on appelle en place des agents IA, où là, c'est carrément des tâches qui sont gérées de manière autonome par les IA. Donc, il y a vraiment un grand écart dans les pratiques avec l'écueil de se dire nous, on n'a pas besoin. Voilà. Et je pense que beaucoup d'entreprises devraient s'alarmer de se dire c'est bizarre quand même si on dit dans les études que 7 personnes sur 10 l'utilisent déjà ou que ChatGPT est un des premiers soutiens pour les gens, par exemple, en termes de soutien psychologique. C'est marrant que dans ma boîte, personne officiellement s'en sert. Non, en fait, c'est juste que personne le dit. Et ça, vaut mieux avoir des process très clairs et mettre les frontières, le cadre, on y revient, comme tout à l'heure dans les relations de travail, dans la communication, plutôt que tout soit permis ou tout soit officiellement, en tout cas, pas là, mais qu'officieusement, tout le monde s'en serve. L'autre chiffre aussi qui m'a marqué hier soir au keynote, c'est au niveau mondial, toujours parce qu'Indeed il donne souvent des chiffres aussi au niveau mondial, il y a 70% d'hommes qui utilisent ChatGPT, globalement l'IA, versus 30% de femmes. Et pour moi, c'est un point de vigilance parce que un peu le déni dont on parlait, je pense que c'est important que les femmes se rendent compte qu'il y a déjà cet écart, que ça pourrait encore un peu plus creuser l'écart hommes-femmes et que ça pourrait conduire au niveau de l'employabilité des femmes, à ce que certaines restent vraiment sur le côté de la route. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose vraiment... Enfin, je pense qu'il faudrait vraiment rester vigilant. Oui, tout à fait. Ça rejoint, on a fait une interview il n'y a pas longtemps, justement, dans le dossier de Coricat de Fabienne Ariata, qui est la directrice LinkedIn France, et elle avait le même constat, c'est-à-dire que les chiffres en termes d'utilisation et de formation sont clairement beaucoup plus masculins, et il y a déjà un retard qui se crée, et il ne faut vraiment pas qu'ils s'agrandissent, parce que sinon, en fait, comme tu le dis, c'est-à-dire dans quelques années, ça va être très compliqué si les compétences ne sont pas là alors qu'elles devraient l'être, et il est important, et tu as complètement raison, je pense, d'insister sur ce sujet-là. On arrive à la fin de notre épisode. Le dernier rituel de résonance. Qui aimerais-tu entendre dans un futur épisode ? Je vais te donner 2 noms si ça te va. Forcément Aurélie Durand, ma co-autrice, parce qu'elle a un parcours assez intéressant. Elle était en entreprise, donc elle a la vision de salariée. Après, elle a managé elle-même. Et ensuite, du coup, elle s'est mise à son compte, et aujourd'hui, elle intervient en entreprise. Donc, elle intervient souvent quand la situation est un peu complexe pour les managers. Donc, elle se rend compte vraiment de qu'est-ce qui peut coincer au niveau de l'expérience collaborateur au quotidien, de l'importance des relations, et je pense qu'elle a ce recul qui peut être hyper intéressant, et le côté très terrain concret. Donc je dirais Aurélie Durand. Et ensuite, deuxième nom, Amélie Favre-Guittet. Elle est experte RH, et elle a sorti il n'y a pas longtemps un livre sur les bonnes pratiques RH pour les seniors, pour mieux inclure les seniors au travail, et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Donc quand on parle d'expérience collaborateur, il y a peut-être aussi une expérience à personnaliser. On n'a pas forcément insisté beaucoup là-dessus, mais selon les besoins du coup des gens, qu'on parle d'aidants, de jeunes, on n'a pas forcément les mêmes aspirations, les mêmes besoins. Donc le sujet des seniors peut être intéressant à aborder, je pense. Hyper intéressant, parce qu'effectivement, on a eu des invités qui disent qu'en fonction du moment de la vie dans lequel tu te trouves, t'es jeune maman, et Bien puis sûr. après, t'as pas les mêmes besoins en termes d'expérience collaborateur. Donc le côté personnalisé, je trouve que c'est hyper intéressant. En tout cas, Fabienne, merci beaucoup, merci infiniment d'être venue dans Résonance. Merci à toi. De te rencontrer en vrai, c'était un vrai plaisir pour moi de savoir qui était derrière cette newsletter. Donc, merci pour ça. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je recevais aujourd'hui Fabienne Broucaré, et pour poursuivre les échanges, je vous invite à lire ce livre qui s'appelle « Et vous, comment ça va au travail ?», dans lequel vous aurez le témoignage de dirigeants, d'experts RH qui donnent leur vision du travail pour vous inspirer. À bientôt.